Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver à l'écran aujourd'hui pour une autre session de la classe des maîtres du consortium Centre Jules Léger. Pour ceux qui me voient à l'écran pour une première fois, je suis un ancien du CCJL où j'ai eu le privilège d'occuper plusieurs rôles vraiment intéressants dans les dernières années, enseignant, consultant en service d'appoint, ainsi que direction de l'école d'application. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je continue à contribuer à la mission au travers de cette classe des maîtres. Et l'initiative d'aujourd'hui vise vraiment à offrir un espace de partage d'expertise entre professionnels de l'éducation spécialisée et nous permettre aussi de réfléchir ensemble à des pratiques innovantes et inclusives dans la grande thématique de transformons nos pratiques ensemble. Vous savez, le symposium Ensemble pour des élèves ayant des besoins particuliers est une plateforme vraiment intéressante pour rencontrer toutes ces personnes-là. C'est un événement qui se poursuit d'année en année et on va faire des petits clins d'œil à ce symposium-là aujourd'hui certainement. Je salue au passage Karine Bénard, notre interprète en LSQ, qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour Karine, merci d'être là. Et aujourd'hui, présentons notre invité. Je suis très heureux de l'accueillir à l'écran aujourd'hui. C'est Alain Desrochers. Bonjour Alain. Bonjour Marc. Alain, c'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir pour ce webinaire qui va porter aujourd'hui sur la littératie structurée. Votre expertise en apprentissage de la lecture et de l'écriture, ainsi que votre parcours impressionnant en passant de professeur titulaire à l'Université d'Ottawa à directeur scientifique à l'Institut des troubles d'apprentissage, en passant par votre rôle actuel, et c'est une primeur là, qu'on lance maintenant. Vous, comme chargé de projets scientifiques au consortium Centre Jules Léger, tout ça fait en sorte que vous êtes une référence certainement incontournable dans le domaine. Donc, vraiment heureux de vous accueillir à nouveau, Alain, et félicitations pour ce nouveau poste. Merci, Marc. On se connaît un petit peu, Alain, vous et moi. On a eu la chance de travailler sur certains projets qui roulent toujours en ce moment à l'école d'application. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on va explorer avec vous comment la littératie structurée peut répondre aux besoins des élèves qui éprouvent des difficultés en lecture, notamment ceux avec des troubles d'apprentissage. On va avoir la chance d'aborder non seulement les fondements, mais son efficacité, ainsi que les meilleures pratiques pour sa mise en œuvre en salle de classe. C'est exact. J'ai bien dit ça, Alain? Oui, c'est ça? Vous êtes d'accord avec le sujet? Tout à fait. Je suis d'accord avec tout. Très bien. Je sais qu'il y a une présentation là, qui est affichée en ce moment. On va s'en servir tout au long de la session avec vous. Mais commençons par le commencement. Comment pourrait-on définir la littératie structurée et quels sont les fondements là, qui nous intéressent pour les besoins de la cause aujourd'hui? Alors, c'est justement la question à laquelle nous allons chercher à répondre. Et je vais avoir recours à quelques diapositives là, pour nous permettre de nous situer collectivement par rapport à ce concept qui est en fait relativement nouveau. Mais pour y arriver, je vous propose une mise en contexte et soulignons qu'au 19e siècle et au 20e siècle, l'instruction publique est devenue obligatoire pour tous les enfants, grosso modo de 6 à 16 ans en Occident, et c'est un tournant majeur en éducation. Pourquoi? Parce que depuis l'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans, l'enseignement de la lecture et de l'écriture a longtemps été réservé aux familles aisées dont les enfants étaient destinés à occuper des fonctions importantes dans la société. Et ça revient à dire que pendant des siècles, en fait, la vaste majorité de la population était illettrée. Depuis l'institution de l'instruction publique, le discours public a beaucoup évolué par rapport à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Au siècle dernier et au 19e siècle, le mot-clé ou le thème majoritaire, si vous voulez, c'était de parler de l'instruction publique gratuite et obligatoire pour tous. Et ça n'allait pas de soi. En fait, il a fallu proposer des projets de loi pour instituer l'instruction publique obligatoire.
et la fréquentation scolaire a longtemps été inégale. Et la raison, c'est que on avait besoin des enfants pour travailler sur la ferme ou travailler à l'usine. Et donc, il y a des jours où on ne les envoyait pas à l'école. Alors, ça a été une bataille, une véritable bataille d'assurer la fréquentation scolaire des élèves pendant très longtemps et même jusque dans les années en Ontario, au Québec, dans les différentes provinces canadiennes, d'assurer la fréquentation scolaire jusqu'à la moitié du siècle. C'était un tour de force. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est à peu près acquis. La majorité des enfants vont à l'école et les thèmes et les mots-clés ont changé. Aujourd'hui, on va parler d'écoles inclusives pour répondre aux besoins de tous les élèves. On va parler de systèmes de soutien appelés multiples. On va parler de la conception universelle de l'apprentissage. On parle depuis quelque temps du droit de lire plutôt qu'un privilège à apprendre à lire. Donc, on fait valoir l'argument de l'imputabilité, c'est-à-dire que le système éducatif est responsable de l'instruction publique de tous les enfants. Et ce qu'on voit apparaître, c'est l'école moderne, c'est-à-dire une école au service de tous les enfants. Maintenant, pour revenir à la question que posait Marc tantôt, qu'est-ce que la littératie structurée vient faire dans ce contexte? Et c'est ce que nous allons voir dans notre discussion aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la littératie structurée? Eh bien, je commence par une première définition. Alors, si on clique, on va voir apparaître la définition, la première définition qui nous a été proposée. Alors, on a d'abord défini la littératie structurée comme de la manière suivante. It is an umbrella term designed to describe all the programs that teach reading in essentially the same way. In our marketing, the term will help us simplify our message and connect our success. Structured literacy will help us sell what we do so well. J'accroche sur le mot marketing ici, Alain, là. Ah, tout à fait. Alors, ça, c'est un sujet dont on parle très peu maintenant. Ouais. Et si on clique encore une fois sur la souris, on va voir apparaître le nom de la personne qui a présenté cette définition. Il s'agit du président de l'International Dyslexia Association. Et on peut se demander devant cette définition, de quoi parle-t-on? En fait, le président de l'association voulait faire l'éloge et le marketing d'un programme d'intervention particulier qui s'appelle Orton Gillingham, qui est un programme qui a été conçu pour les élèves atteints d'une dyslexie. Donc, on voulait vendre des ressources et on s'est servi de ce terme-là pour aider. Là. Tout à fait. À l'origine, Structured Literacy, c'est une marque de commerce. Bon. Et pendant plusieurs années, quand on voyait Structured Literacy, le terme était accompagné de TM, trademark, ou marque de commerce. Ouais. C'était donc un terme, une marque de commerce. Et au fil du temps, ouais, c'est ça. C'était et c'est devenu du domaine public oui. Ultérieurement. Et j'ajoute un détail, Marc, qui est assez important, c'est qu'une critique qu'on a logée à l'endroit de la littératie structurée, c'est son accent sur le travail sur la conscience phonologique et le décodage phonologique. Okay. Et c'est pas surprenant parce que comme le concept de littératie structurée était associé à un programme à l'intention des élèves dyslexiques, le type de dyslexie le plus courant, c'est la dyslexie phonologique. Et donc, dans le programme d'intervention, on proposait de travailler surtout la conscience phonologique et le décodage phonologique. C'était tout à fait cohérent. Pour les gens, Alain, qui ne connaissent pas bien le terme conscience phonologique, de quoi est-il question ici? Alors, la conscience phonologique renvoie globalement à la capacité des élèves et des enfants et des adultes d'analyser les éléments sonores d'un mot, par exemple. Okay. Alors, un exemple concret de ça, si je vous donne
origine, le mot origine, et je vous demande de séparer chacun des sons du mot origine, Mhm. O, R, I, J, I, N. Je viens de vous donner un exemple de segmentation phonologique et c'est le genre d'habileté qu'on va travailler dans un programme comme Orton Gillingham Phonics. OK. Donc, c'est pas nécessairement oraliser la lettre, mais oraliser le son que donne la lettre dans le mot. C'est exact. Parfait. Donc, de travailler, de manipuler les sons de la parole. Exact. OK, c'est bon. Maintenant, il se trouve que le terme littératie structurée, c'est généralisé, il est tombé dans le domaine public. Comment ça s'est fait? Je ne le sais pas exactement. Mais maintenant, le terme littératie structurée n'est plus compris comme une marque de commerce, mais comme un ensemble d'approches. Alors, la définition que je vous propose, c'est la suivante. La littératie structurée désigne maintenant l'ensemble des approches pédagogiques fondées sur des procédés de démonstration scientifique et des données probantes pour guider l'enseignement de la lecture. Il y a des termes que j'apprécie particulièrement là-dedans, Alain, dont approche pédagogique. Donc, ça remet en quelque sorte la tâche dans les mains d'une enseignante avec des bonnes approches. Démonstration scientifique et données probantes, ça aussi, c'est pas juste quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui a occupé beaucoup de place dans la recherche. Puis là, on arrive avec des approches qui sont très concrètes, qui sont éprouvées, là. Des approches qui sont éprouvées, dont on a vérifié l'efficacité. Exact. OK. Et il y a un terme qui est apparenté à la littératie structurée. C'est un terme dont on parle beaucoup depuis quelque temps. C'est le terme science de la lecture. Et la science de la lecture fait référence aux méthodes qui sous-tendent l'étude du développement de la compétence à lire, aux causes des difficultés de son apprentissage et à la base de connaissances qui résultent de cette activité. Donc, la science de la lecture, c'est, si vous voulez, c'est le bagage de connaissances, ça représente le bagage de connaissances que nous avons actuellement sur ces aspects de la lecture. Et c'est une base de connaissances qui évolue. Donc, c'est un projet évolutif. La littératie structurée est associée à 3 points d'appui qui sont largement documentés maintenant dans la littérature scientifique, et notamment une conception de l'apprentissage de la lecture et des difficultés d'apprentissage, également un modèle d'enseignement de la lecture particulier, et une façon de voir la régulation de l'enseignement et la différenciation pédagogique. Et maintenant, je vais prendre chacun de ces points d'appui et vous en parler en plus de détails. Commençons par le premier. Mais avant, je vous signale dans la diapo suivante, je vous signale le fait que maintenant, on voit des ouvrages sur la littératie structurée et vous remarquerez que l'abréviation TM, trademark, n'apparaît plus à côté de littératie structurée. Oui. Donc, et c'est la démonstration. Ça. C'est la démonstration concrète du fait que ce concept est maintenant tombé dans le domaine public et n'est plus perçu comme une marque de commerce. Merveilleux. Alors, si on poursuit, maintenant, je vais vous parler de ces points d'appui en commençant par une conception de l'apprentissage. Alors, comment voit-on l'apprentissage dans le contexte de la littératie structurée? En fait, on s'appuie sur une vue qu'on appelle componentielle de l'apprentissage et le modèle de référence le plus courant qui est associé à la littératie structurée est un modèle qu'on appelle le modèle simple de la lecture qui a été proposé par Goff et Hoover en 1986 et qui fait encore l'objet de beaucoup de travaux de recherche aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce modèle simple de la lecture? Il nous dit que la compréhension de l'écrit est dépendante du produit de l'identification visuelle des mots et la compréhension de l'oral. Vous combinez ces deux classes d'habileté ou de compétences ensemble et vous arrivez à la compréhension de l'écrit. Chacune de ces compétences particulières est associée à des bases de connaissances. Par exemple, pour pouvoir identifier visuellement les mots, il faut que les élèves connaissent quelque chose de la phonologie de la langue, de l'orthographe,
de la structure morphologique des mots. Pour comprendre l'oral, les élèves doivent posséder un vocabulaire, maîtriser des notions de grammaire, même si elles sont implicites, même si elles ne comprennent pas le vocabulaire de la grammaire. Les élèves doivent maîtriser des éléments de grammaire, donc de comprendre comment la phrase française, par exemple, fonctionne. Les élèves doivent également pouvoir faire des inférences, parce qu'un texte n'est jamais complet en lui-même. Il faut faire des inférences sur les informations nécessaires à la compréhension. Et il faut également comprendre ce qu'on appelle les processus discursifs. Comment, par exemple, un texte est organisé selon que c'est un texte narratif, un texte explicatif, un texte descriptif. Chaque type de texte a sa manière d'organiser les informations. Je trouve ça intéressant, Alain, qu'on est capable de interpréter l'apprentissage de la lecture en fonction d'une équation mathématique. Puis je présume que pour plusieurs enfants, eux vont apprendre ça tout naturellement, sans qu'on leur explique nécessairement les nuances entre la phonologie, l'orthographe et la morphologie, alors que pour d'autres élèves, par exemple les élèves avec des besoins particuliers, on va probablement basculer vers quelque chose qui va devoir être beaucoup plus explicite là, dans l'enseignement. Bien, en fait, Marc, si on veut nuancer un peu ici, on s'est rendu compte que pour la vaste majorité des élèves, c'est essentiel d'être explicite. OK. Et ce ne sont que souvent les premières classes, les élèves qui ont le plus d'aptitude pour les apprentissages scolaires, qui réussissent à décoder, à déchiffrer, à comprendre comment fonctionne la structure des mots, comment fonctionne la phrase en français. Tous ces objets-là, on épargne énormément de temps en les enseignant explicitement à tous les élèves. On va voir tantôt, une fois qu'on s'est dit ça, on va voir tantôt ce qu'on peut faire avec des élèves qui rencontrent des difficultés, même lorsque le modèle d'enseignement retenu est un modèle d'enseignement explicite. Parfait. Mais on va y venir dans quelques minutes. D'accord. Ici, je vous montre quelque chose qui vous est peut-être déjà familier. C'est le Reading Rope ou la corde de lecture de Hollis Scarborough qu'elle a présenté dans un chapitre de livre en 2001 que j'ai adapté en français dans un ouvrage paru en 2021 et qui est dans cette représentation, vous retrouvez les éléments du modèle simple de la lecture dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire que dans cette Reading Rope, vous avez une catégorie de compétences ou d'habiletés qui est associée à la compréhension langagière, c'est une autre façon de parler de la compréhension orale, et l'identification visuelle des mots. Alors, vous retrouvez à la base de cette corde, de ce schéma qui est maintenant très répandu, les éléments du modèle de base, c'est-à-dire le modèle simple de la lecture de tantôt. C'est une belle façon imagée de voir ça, hein? C'est une façon imagée. Et ce que Hollis a voulu apporter au modèle, c'est montrer que pour devenir un lecteur expert, pour devenir un très bon lecteur, il faut que certains processus deviennent hautement automatisés. C'est le cas notamment de l'identification visuelle des mots. Comme la compréhension est très exigeante cognitivement, il faut que l'identification visuelle des mots, l'accès aux notions syntaxiques qui permettent de déterminer si un mot est un nom, un déterminant, un verbe, il faut que tout soit hautement automatisé. Et également, un autre élément important de ce modèle, c'est l'aspect stratégique. Quand l'élève prend connaissance d'un texte, ce qu'il essaie de faire notamment, c'est de se faire un modèle dans sa tête de ce qui est raconté par le texte. Oui. Et pour faire ça, il y a des informations qui sont essentielles, il y a des informations qui sont secondaires, et l'élève a besoin de mettre en œuvre une variété de stratégies pour organiser dans sa tête l'histoire ou la situation qui est représentée par le texte. Et c'est la raison pour laquelle Hollis Scarborough met aussi l'accent sur l'importance d'un traitement stratégique des informations dans un texte.
Alain, lorsqu'on parle d'identification visuelle des mots, est-ce qu'on fait allusion ici à ce qu'on appelait à une certaine époque la globalisation? On fait référence, en fait, on fait référence à l'ensemble des procédures qui permettent d'identifier un mot. Alors, ça peut être une reconnaissance instantanée, OK. qu'on a pendant longtemps appelé traitement global. Oui. Ça peut être le décodage phonologique. OK. Ça peut être reconnaissance par analogie à d'autres mots qu'on connaît. Alors, il y a une variété de stratégies qui peuvent être mobilisées et les stratégies qui vont être les plus utiles aux élèves vont changer au fur et à mesure que l'élève devient un meilleur lecteur. Mais tous les élèves, en incluant les adultes, vont toujours, dans certaines circonstances, avoir recours au décodage phonologique. Si, par exemple, on me montre un mot de 6 syllabes que je n'ai jamais vu dans ma vie, Oui. dont je ne suis pas sûr de la signification, je vais faire appel à mes connaissances des correspondances entre les lettres et les sons pour pouvoir Oui. décoder ce mot. Et donc, toutes ces stratégies, en fait, qui sont responsables ou qui peuvent servir à l'identification visuelle des mots, restent avec nous pendant toute notre vie, en fait. À une certaine époque, Alain, pour les besoins des élèves avec des troubles d'apprentissage qui, dans certains cas, étaient très forts au niveau des habiletés visuelles, donc étaient capables de globaliser ou prendre une photo instantanée d'un mot. On voulait se servir de cette approche-là pour les amener à emmagasiner le plus de mots possible. Mais là, ce que je comprends maintenant, c'est que de développer chez eux des habiletés de décodage, c'est probablement beaucoup plus efficace que de demander à l'élève de mémoriser 2000, 3000, 4000 mots, là, peu importe. J'exagère, là, mais est-ce que Tout à fait. c'est toujours le cas, ça? Oui. En fait, c'est tout à fait juste. En fait, on a montré, il y a plusieurs années maintenant, à la fin des années 1990, on a démontré que le décodage phonologique, en fait, est une condition essentielle et incontournable pour apprendre à lire. OK. Et que cette stratégie de mémoriser des mots, en fait, elle ne servait à personne parce que on s'est rendu compte que dans cette approche à l'enseignement de la lecture, que les élèves arrivaient au début à mémoriser une cinquantaine de mots, Oui. mais par la suite, les élèves se mettaient à confondre les mots parce qu'ils n'avaient pas d'emprise sur leur structure. OK. Et on a fini par donner cette approche et montrer que il fallait procéder différemment. Bon, mais parfait. Alors, parmi les piliers essentiels à l'apprentissage de la lecture, on a relevé les éléments suivants et ces éléments ont été véritablement mis en relief et en valeur dans un rapport de synthèse qui a été produit par un groupe de chercheurs et d'experts en lecture qu'on a appelé le National Reading Panel. C'est un rapport qui a été publié en 2000 et c'est un rapport qui a eu énormément d'impact autour de la planète. Même si ce rapport a été basé sur l'anglais, ce rapport a été véritablement utile pour guider la révision des modèles d'enseignement dans la plupart des pays du monde. C'était un rapport extrêmement influent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce rapport? On met en relief l'idée que pour apprendre à lire, il faut s'attarder, il faut travailler des habiletés particulières et notamment l'analyse phonémique, l'analyse des sons de la parole, le décodage phonologique, l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la compréhension et travailler l'efficience des automatismes, comme par exemple l'affluence de lecture, l'automatisation de l'identification des mots, par exemple. OK. Donc, l'ensemble de ces piliers-là vont contribuer à l'établissement d'un programme de littératie structurée, par exemple. Tout à fait. Alors, OK. quand on évalue, par exemple, en fait, un programme d'enseignement national, Oui. ce sont les habiletés dont on va surveiller la présence dans le programme d'enseignement. Et ce sont des éléments qui sont devenus incontournables dans la construction d'un programme d'enseignement national.
Indépendamment de la langue. Anglais, français. Un- en fait, pas tout à fait indépendamment de la langue, parce que dans certaines familles de langues, comme par exemple le chinois, Oui, les éléments graphiques ne vont pas jouer tout à fait le même rôle. et oui. C'est pas un sujet qu'on va approfondir aujourd'hui, Non. mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans toutes les langues, toutes les langues écrites sont appuyées par deux grands principes, notamment la façon dont on encode les sons de la parole dans l'écrit et la OK. façon dont on encode les significations dans l'écrit. Et là, chaque famille de langues a sa manière d'encoder les sons de la parole ou d'encoder les significations. Dans les langues latines, les langues alphabétiques, Mhm. par exemple, pour l'encodage des sons de la parole, on a recours à un ensemble de symboles qu'on appelle l'alphabet. Dans une langue comme le chinois, comme le mandarin, là, on a recours à une façon différente d'encoder les sons de la parole et d'encoder les significations. Alors, pour revenir à ta question, les éléments qui ont été mis en relief par le National Reading Panel s'appliquent surtout aux langues alphabétiques. Et il faudrait apporter des nuances assez importantes pour parler, par exemple, des langues asiatiques comme le chinois, pour parler du japonais. Le japonais a comme unité de représentation la syllabe, et là est une manière différente de travailler l'écrit. Donc, il faudrait adapter ces principes à d'autres familles de langues, mais pour les langues alphabétiques, ces piliers sont pertinents pour toutes les langues alphabétiques. Donc, moi qui veux apprendre l'italien, il y a encore de l'espoir pour moi, là, Il y a essentiellement. encore beaucoup d'espoir. Puis si tu veux ajouter l'espagnol et l'arabe, tu as plein de marge de manœuvre. Bon, ben c'est très bien. Ça nous amène à parler du deuxième Oui. pilier, le modèle d'enseignement. Alors, quel est le modèle d'enseignement qu'on a privilégié dans la littératie structurée? C'est l'enseignement explicite. Et dans l'enseignement explicite, on a 3 moments pédagogiques très importants pour assurer son efficacité. On a la planification, l'interaction avec les élèves et la consolidation des apprentissages. Et l'enseignement explicite, en fait, il a en quelque sorte fourni à la didactique une tribune vraiment très, très importante, parce que dans l'enseignement explicite, on accorde beaucoup d'importance à la planification, à la définition des unités d'enseignement, des objets d'enseignement, leur mise en séquence à chacun des niveaux scolaires. Et on a énormément, la didactique s'est beaucoup développée en conjonction avec ce modèle d'enseignement. J'aime beaucoup le terme, Alain, moment pédagogique. Je trouve que ça se dit bien parce que, dans le fond, les enseignants ont des moments pédagogiques à tous les jours, là. Oui, et les moments pédagogiques dont on parle ici ne sont pas toujours en présence de l'élève. C'est ça. Par exemple, le travail de planification de l'enseignant se fait de manière individuelle. Parfois, c'est un travail assez solitaire, Oui. mais c'est un moment pédagogique, c'est un moment de réflexion sur des questions pédagogiques. Il y a un autre élément que j'aimerais mettre en relief ici à propos de l'enseignement explicite, c'est que l'enseignement explicite fait partie d'une grande famille de modèles d'enseignement qu'on appelle les modèles instructionnistes. OK. Et les modèles instructionnistes, ce qu'ils ont de particularité, c'est que c'est l'enseignement qui décide du déroulement de l'enseignement, du déroulement des activités d'apprentissage. Bien sûr, il y a toujours une interaction avec les élèves, mais l'enseignant est le maître. Alors que dans d'autres familles de modèles d'enseignement, c'est l'élève qui choisit les objets d'apprentissage, mais dans l'enseignement explicite, on est au clair avec l'idée que c'est le maître qui détermine la séquence et le déroulement, et qui fait intervenir divers principes dont on va parler tantôt. Excellent. Dans la planification, alors là, on a une proposition de démarche qu'on retrouve notamment dans les travaux de Clermont-Gauthier, Steve Bissonnette, mais on les retrouve dans d'autres ouvrages aussi. On propose
dans la démarche de planification, de formuler des objectifs, déterminer les connaissances préalables, établir l'enchaînement des cibles d'apprentissage pendant l'année scolaire, d'établir l'enchaînement des activités d'apprentissage dans les leçons, d'élaborer des dispositifs de soutien pour représenter, actualiser ces divers types d'enchaînement et de planifier la révision et la réutilisation des apprentissages. Donc, il y a beaucoup d'étapes impliquées dans la planification, là. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Alors, la planification, c'est pas quelque chose qu'on fait pendant 15 minutes le lundi matin Non, c'est avant de ça. commencer sa semaine d'enseignement. En fait, on s'inscrit dans une démarche qui comporte plusieurs éléments. Très bien. Beaucoup de va-et-vient. On retravaille une section, on y revient, etc. C'est bon. Tout à fait. Maintenant, l'interaction, qui est le deuxième moment pédagogique, le deuxième type de moment pédagogique important dans l'enseignement explicite. Là, on a plusieurs propositions pour l'animation, en fait, des activités d'apprentissage. Ce qui est souvent proposé, c'est d'ouvrir la leçon en captant l'attention des élèves, en leur présentant l'objectif ou les objectifs de la leçon pour que l'élève sache où on s'en va aujourd'hui, cette semaine, de réactiver les connaissances préalables, de faire le modelage pas à pas de chacune des activités pour que tous les élèves comprennent bien ce qu'il faut faire pour profiter de l'activité d'apprentissage et favoriser la structure des connaissances chez les élèves, travailler en pratique guidée avec les élèves, donc en leur fournissant une rétroaction centrée sur ce qu'ils font, de leur offrir des occasions de pratique autonome pour véritablement travailler les automatismes, le développement des automatismes, de clore la leçon par un retour sur ce qu'on a fait pour mettre en relief ce qu'on a fait, mettre ce qu'on a fait en lien avec les objectifs qu'on avait énoncés au début de la leçon et d'annoncer la suite et comment la suite s'enchaîne avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ce qu'on vient de faire cette semaine, et également d'inclure périodiquement des occasions de consolidation des apprentissages par des travaux pratiques, des révisions périodiques, des devoirs à faire à la maison. Et cette consolidation, en fait, on n'en parle pas suffisamment et elle devient très pertinente quand on observe, par exemple, comment le cerveau des jeunes élèves se développe. Et ce qu'on a appris en examinant le développement du cerveau des élèves, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que les élèves font leurs apprentissages, qu'ils apprennent par exemple à décoder, la structure du cerveau se met à changer. Certaines structures neuroanatomiques qui étaient inertes avant le début de l'apprentissage de la lecture se mettent à être activées et des connexions neuronales se mettent à se développer pour lier ensemble, par exemple, la structure anatomique du cerveau qui est responsable de l'écoute, du traitement de la parole, oui, et les structures neuroanatomiques qui sont responsables de la vision, du traitement des lettres, des mots en lecture. Et avant l'apprentissage de la lecture, ces connexions n'existaient pas, elles étaient latentes, et c'est l'apprentissage, notamment du décodage, qui enclenche ce mécanisme d'association. Et ces associations se font lentement, au fil du temps, avec la répétition, la pratique de la lecture. Et de prendre conscience de ça, c'est très important parce que ça nous fait réaliser que d'expliquer une notion, d'expliquer une correspondance entre des lettres et des sons, et s'en tenir à ça, ce n'est pas suffisant pour conduire le cerveau à fonctionner pour traiter ces informations en lecture. Il faut s'exercer à le faire, travailler le décodage, la lecture des mots, des phrases, pour que ces connexions aient le temps de se former. Vous parliez tantôt, Alain, de la science de la lecture. Là. On est clairement là-dedans. Là. On est clairement là-dedans. Lorsqu'on fait référence au cerveau qui se crée d'autres réseaux neuronaux pour la suite des choses, c'est vraiment intéressant. Là. Et c'est un bel exemple de découverte relativement récente. Ouais. Mm-hmm. Par exemple, la découverte de cette structure neuroanatomique dans l'hémisphère gauche du cerveau qui est complètement inerte avant le début de l'apprentissage de la lecture,
C'est une observation qu'on a faite autour de 2016-2017. OK, c'est très Donc, récent. c'est très récent. Mmh. Et tantôt, quand je vous disais que la science de la lecture est un bagage de connaissances qui évolue, Oui, eh bien, c'en est un bel exemple. absolument. C'est très bien. Maintenant, je vous parle du troisième élément de la littératie structurée, qui est le modèle d'organisation et de gestion des services éducatifs. Parfait. Il se trouve que ce qui est prévu également dans la littératie structurée, c'est de faire un suivi périodique des apprentissages, des progrès des élèves pour vérifier l'impact de ce qu'on a enseigné. Oui, Et ça, c'est un élément qu'on retrouve et qui a pris une forme, qui s'est beaucoup développée dans le contexte d'une approche particulière qu'on appelle l'approche de la réponse à l'intervention, qu'on appelle aujourd'hui système de soutien à paliers multiples. OK. Et dans cette approche, on propose en fait 4 étapes. En fait, on propose un ensemble d'étapes, mais les 4 étapes les mieux documentées de cette approche, et là, vous allez retrouver la littératie structurée, vous allez retrouver le suivi périodique des progrès des élèves, c'est la réponse à l'intervention dans ces moyens d'action les mieux documentés, qui inclut notamment l'idée de faire de l'enseignement en classe la première mesure de prévention des difficultés d'apprentissage. Et là, on n'est pas dans l'éducation spécialisée, on est dans l'éducation générale à un niveau d'intensification qu'on appelle le palier 1 dans ce modèle d'organisation. Donc, le premier objectif, c'est de faire de l'enseignement la première mesure de prévention. Le deuxième élément, c'est de suivre périodiquement les progrès des élèves et de vérifier leur réponse à l'enseignement, sachant que même quand l'enseignement est très efficace pour la majorité des élèves, tous les élèves ne répondent pas nécessairement de la même façon. Exact. Et quand on fait ce suivi, on se trouve à dépister des élèves qui sont à risque ou déjà en difficulté. Mmh. Le troisième élément de ce modèle d'organisation des services, c'est d'offrir aux élèves une forme de différenciation pédagogique par palier d'intensification. Et l'idée de ces paliers d'intensification est la suivante. Si on refait, quand on travaille avec des élèves qui rencontrent des difficultés, si on refait exactement la même chose qu'on a fait auparavant, au palier 1, c'est-à-dire dans l'enseignement collectif, on va obtenir le même résultat. Si on veut changer la trajectoire d'apprentissage des élèves, il faut travailler différemment. Et on peut travailler différemment à différents niveaux d'intensité. On peut développer par exemple une intervention qui a une vocation préventive, qui sert par exemple à donner un coup de pouce à des élèves qui n'ont pas tout à fait réalisé les apprentissages attendus à la suite de l'enseignement collectif. Et on peut également augmenter l'intensité du programme d'intervention pour travailler avec des élèves qui rencontrent des difficultés très, très sévères, comme par exemple les élèves qui reçoivent un diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie. Alors là, on envisage ici, dans ce troisième élément, des paliers d'intensification différents selon le degré de sévérité des difficultés que rencontre l'élève. Et le quatrième élément, c'est de suivre le progrès des élèves au palier 2 et au palier 3 d'intensité, parce que quand on travaille avec des élèves qui rencontrent des difficultés, on n'est jamais sûr à 100% que l'intervention qu'on met en œuvre va donner les résultats attendus. Et quand on n'observe pas les résultats attendus, souvent c'est parce qu'on n'a pas encore très bien compris les besoins de ces élèves et leur réaction ou leur réponse au palier 2 et au palier 3 d'intervention nous éclaire sur, en fait, le travail inachevé dans l'évaluation de l'élève ou la compréhension de ses besoins. Donc, Alain, dans le contexte d'une salle de classe régulière, est-ce qu'on doit obligatoirement passer par un décloisonnement pour adresser les besoins spécifiques de chacun des élèves? Donc, les élèves un petit peu
moins habiles dans tel domaine par rapport à la lecture, eux se retrouvent ensemble et reçoivent un type d'intervention, alors que les élèves qui sont un peu plus habiles, un autre type d'intervention? En fait, c'est une grande question, Marc. Je vais essayer d'y répondre rapidement parce Oui, que on pourrait l'approfondir et entrer dans la dynamique de la classe et voir d'accord. quand est-ce qu'on fait l'enseignement collectif, comment on Oui, bascule en travail, individuel ou bien en travail en sous-groupe, c'est ça. et qu'est-ce qu'on peut faire en sous-groupe. Mais je pense que la réponse courte, c'est Oui, que dans l'enseignement au palier 1, c'est-à-dire en classe avec tous les élèves, on a des occasions de faire un travail collectif, on a des occasions de faire un travail en sous-groupe. Et quand on travaille en sous-groupe, ce n'est pas toujours pour travailler avec des élèves qui présentent des difficultés, on peut le faire pour d'autres raisons. oui, Mais on peut travailler en sous-groupe avec des élèves qui rencontrent des difficultés et un critère d'efficacité qu'on a beaucoup documenté, c'est l'utilité quand on forme des groupes pour travailler, par exemple, auprès d'élèves qui rencontrent des difficultés, de s'assurer de former des groupes qui sont homogènes sur le plan de leurs besoins. parfait. Quand les groupes sont homogènes et qu'on adapte le programme d'intervention à leurs besoins, on fait des progrès beaucoup plus rapides. Ça me semble très logique, hein. On veut pas avoir dans le même groupe un élève qui est en grande difficulté, alors que dans le même groupe, on a un élève qui est très, très fort non plus. Donc, ouais, des groupes homogènes. Oui, il y a ces disparités-là, mais il y a aussi, par exemple, si dans un groupe, par exemple, on a des élèves dont les besoins les plus importants se situent au niveau de l'identification visuelle des mots et de la maîtrise du décodage phonologique, Oui, et qu'on a des élèves chez qui le problème le plus important ou les besoins les plus importants se situent au niveau de la compréhension de l'écrit, on ne pourra pas répondre à tous ces besoins-là parfait. dans un même programme d'intervention parce que les programmes d'intervention palier 2, palier 3, les programmes efficaces sont ciblés sur des classes particulières bien définies d'habileté. D'accord. C'est fascinant, hein? Et j'enchaîne avec un exemple de modèle de dépistage périodique qu'on a proposé, qu'on a testé. Et il vous est illustré à droite dans ce schéma. Et je vous donne l'explication à gauche. Alors, si on clique sur la souris, on s'en va vers l'explication. Alors, la logique de ce modèle, elle est la suivante. L'évaluation procède par étapes et la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'identifier parmi nos élèves, et là on parle d'un dépistage universel, donc à l'intention de tous les élèves. Oui, Et la première étape, c'est d'identifier les élèves qui ne sont pas à risque et qui n'ont pas de difficultés. Et OK. ça veut dire qu'à la première étape, là, on va sortir du groupe d'élèves auprès de qui on va poursuivre l'évaluation, on va sortir les élèves auprès de qui on n'a pas besoin d'informations supplémentaires, on a déjà établi qu'ils ne sont pas à risque Parfait. et ils n'ont pas de besoin particulier. Et on parle ici d'à peu près 80% des élèves. OK, quand même. Et à l'étape 2, là, ce qu'on veut faire, c'est d'écarter les faux positifs, c'est-à-dire les élèves qui ont l'air d'être en difficulté ou qui ont l'air d'être à risque alors qu'ils ne le sont pas. Alors, la deuxième étape, donc, se fait avec un groupe d'élèves beaucoup plus petit puisqu'on a réussi à écarter, en fait, à déterminer que, grosso modo, 80% des élèves étaient des élèves qui n'étaient pas à risque. Donc, on garde le dernier 20% pour mener une évaluation plus détaillée, plus approfondie, pour déterminer leurs besoins avec plus de détails et de manière à pouvoir mieux guider la planification des programmes d'intervention. Donc, la première étape se fait assez rapidement. C'est en fait c'est l'opération de dépistage universel qu'on fait dans les écoles, menée par les enseignants. La deuxième étape est souvent confiée à des spécialistes comme des enseignants ressources, des orthopédagogues, des orthophonistes,
pour mener une évaluation plus détaillée. Et c'est un modèle qui a été testé et qui est en fait très économique puisque la première étape se fait rapidement et la deuxième, elle exige plus de temps, mais elle se fait auprès d'un nombre réduit d'élèves. Donc ici, Alain, est-ce qu'au niveau des modalités d'évaluation, on cherche à générer des données qualitatives ou quantitatives ou un mélange des deux? C'est toujours un mélange des deux. Et l'issue, et ça nous mène, la question que tu poses en fait, Marc, elle nous amène à répondre à une autre question qui est tout aussi importante. L'objectif premier est de dégager un portrait des élèves, un portrait qui va nous éclairer sur sa situation et qui va guider la planification d'une intervention. Et la question que tu poses aussi, en fait, elle nous fait réaliser que l'objectif premier est de comprendre les besoins des élèves et que l'étiquette diagnostique est un objectif secondaire. Okay. Parce que dans l'approche de la réponse à l'intervention dont je parlais tantôt Oui. et le système de soutien palier multiple, on n'a pas besoin d'une catégorie diagnostique pour offrir des services à l'élève. On n'a pas besoin de déterminer que l'élève répond à tous les critères d'une dyslexie ou d'une dysorthographie pour ensuite passer à l'action et agir auprès de l'élève. À partir du moment où on a un portrait de ses forces, de ses besoins, on a toutes les informations essentielles pour pouvoir planifier un programme d'intervention et passer à l'action. Parce que parfois, dans l'évaluation approfondie, il est difficile de déterminer avec précision si un élève répond à tous les critères d'une catégorie diagnostique. Et ça, ce n'est pas nécessaire pour intervenir. Ce qui est nécessaire pour intervenir, c'est d'abord de bien comprendre les besoins des élèves. Et on peut répondre à ces besoins beaucoup plus facilement ou plus rapidement de cette façon-là. Tout à fait. Excellent. Alors, si on récapitule ce qu'on a discuté à venir jusqu'à présent, on a vu qu'à l'origine, le terme littératie structurée était une marque de commerce, mais que le terme a été récupéré dans le domaine public. Si bien qu'aujourd'hui, plus personne, en fait, ne se rappelle que ça a été une marque de commerce. Et aujourd'hui, ce terme désigne une collection d'approches éprouvées pour soutenir l'apprentissage de la lecture, autant chez les élèves tout venant que les élèves en difficulté. Et ça, c'est un changement important parce qu'à l'origine, littératie structurée étant associée à la dyslexie, on l'avait imaginé dans le cadre d'intervention auprès d'élèves qui rencontrent des difficultés. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. La littératie structurée, en fait, est une collection d'approches qui réunit les 3 points d'appui dont je vous parlais tantôt et qui s'adresse autant aux élèves ordinaires tout venant d'une école qu'aux élèves à risque de rencontrer des difficultés. Et comme je vous le disais tantôt, cette approche s'appuie actuellement sur 3 types de modèles de référence et notamment un modèle d'apprentissage, le modèle simple de la lecture, qui est un modèle componentiel, un modèle d'enseignement, et on privilégie ici l'enseignement explicite, et un modèle d'organisation et de gestion des services éducatifs, notamment la réponse à l'intervention. Et je vous en parle parce que ces 3 modèles de référence sont parfois évoqués explicitement dans les travaux sur la littératie structurée, mais pas toujours. Et parfois, ils sont présentés sans explication et on se demande qu'est-ce que le modèle d'apprentissage vient faire dans l'exposition, dans l'explication? Pourquoi ce modèle d'enseignement? Qu'est-ce que la réponse à l'intervention vient faire ici? Et parfois, les lecteurs sont en fait en panne d'informations pour comprendre de quelle manière ces 3 modèles de référence sont associés, sont liés les uns aux autres pour constituer la base de la littératie structurée. C'est très intéressant. Et enfin, l'adaptation de la littératie structurée conduit les acteurs scolaires à s'inscrire nécessairement dans une culture d'amélioration continue du système éducatif parce que
quand on inclut dans la littératie structurée le suivi des progrès pour s'assurer, pour vérifier la réponse des élèves à l'enseignement qu'on leur offre, on est du coup en train d'améliorer la façon dont on fonctionne dans l'école, dans la classe, dans l'école et plus globalement dans le système éducatif. Et à ce niveau-là, Alain, vous parliez tantôt de déterminer les forces et les besoins des élèves. Si un membre du personnel enseignant qui nous écoute en ce moment souhaite générer une certaine quantité de données, soit qualitatives ou quantitatives, qu'on pourrait retrouver dans un graphique éventuellement, est-ce qu'il y a 2 ou 3 ou 4, peut-être même 5 types de données sur lesquels on pourrait se concentrer? En fait, la façon dont je répondrai à la question, Marc, Oui. je rappellerai qu'en Ontario, le ministère de l'Éducation a recommandé, je ne sais pas si on peut aller aussi loin que de dire obligé, Oui. les conseils scolaires à se doter d'une instrumentation pour le pistage des progrès, et autant dans les conseils francophones que les conseils anglophones. Et cette instrumentation pour le pistage des progrès peut servir justement à créer des représentations graphiques qui illustrent les forces et les difficultés et les besoins des élèves et de tous les élèves. Ce qu'on a proposé en Ontario, c'est de le faire 2 fois par année. Dans d'autres modèles d'organisation et de gestion des services éducatifs, on recommande 3 fois, au début, au milieu et à la fin de l'année. Et la raison pour laquelle on recommande 3 collectes de données dans ces modèles d'organisation, c'est que au début de l'année, la première évaluation nous permet de voir ce que les élèves ont retenu de l'enseignement qui a été fait antérieurement. Donc, ça nous donne une idée du point de départ et des notions qui sont maîtrisées plus ou moins bien au début d'une année scolaire. Et Oui. ça, c'est très utile pour la planification de l'enseignement. Au milieu de l'année, nous avons une occasion de vérifier la réponse des élèves à l'enseignement entre septembre et décembre. Et à la fin de l'année, on a l'occasion de vérifier la réponse des élèves à l'enseignement qui se déroule de janvier à la fin de l'année, au mois de mai, au mois de juin. Et le troisième pistage des progrès à la fin de l'année peut avoir plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, c'est de voir chez certains élèves apparaître des problèmes ou des difficultés qui n'étaient pas apparus entre septembre et décembre. Une deuxième fonction, c'est de nous permettre de dresser un bilan de l'ensemble des apprentissages réalisés entre le début et la fin de l'année et de repérer les élèves qui présentent encore des difficultés malgré tout ce qu'on a mis en œuvre au palier 1, au palier 2, au palier 3 d'intervention et qui auraient intérêt à être signalés aux enseignants l'année suivante qui vont travailler avec ces élèves. Oui. Donc, de faire en sorte que la prévention des difficultés ou l'aide supplémentaire qu'on apporte aux élèves est déjà planifiée, présente au tout début de l'année suivante. Parce que les élèves qui rencontrent des difficultés, on les connaît déjà. Absolument. C'est une très, très, très bonne idée. Donc, Alain... Il s'agit bien sûr de la mettre en œuvre, oui. Oui, c'est ça, exactement. Parce que lorsqu'on parlait il y a quelques années, là, vous et moi, par rapport à un projet qui pourrait prendre forme à l'école d'application, je me souviens très bien, on avait parlé de certains indicateurs comme la fluidité en lecture, la vitesse, le type d'erreur aussi. Puis je me souviens très bien qu'on avait eu plusieurs rencontres à ce niveau-là avec les membres du personnel pour qu'ensemble, on soit capable de déterminer quel type d'erreur on peut retrouver et quoi faire avec cette information-là. Et ça s'insère parfaitement bien dans un modèle de réponse à l'intervention. Là. Tout à fait. Alors, ce qu'on a, alors juste pour rebondir là-dessus rapidement, ce qu'on a fait à l'école d'application du Centre Jules Léger, c'est qu'on a élaboré un palier 3 qui est centré sur les habiletés fondamentales en lecture et en écriture.
Et on a également élaboré une trousse pour le suivi des progrès de ces élèves. Et donc, on vérifie continuellement au début, au milieu, à la fin d'une année scolaire, où se situe le niveau d'habileté des différents élèves. Et j'en profite, Marc, pour souligner quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important et qui est très pertinent, qui est très présent pour les gens qui travaillent au Centre Jules Léger. C'est que quand on parle des élèves en difficulté en éducation, souvent, on laisse entendre ils forment tous une catégorie homogène. Alors que quand on mène ces évaluations auprès des élèves qui présentent des difficultés importantes en lecture et en écriture, au Centre Jules Léger, par exemple, mais on pourrait faire la même chose dans chacun des conseils scolaires en Ontario, on se rend compte qu'il y a des différences interindividuelles importantes entre les élèves qui sont en difficulté. Et on peut dégager des profils. Par exemple, des élèves qui présentent des difficultés très, très sévères dans l'identification des mots, mais également sur le plan de la compréhension et de la communication orale. On peut identifier le profil de l'élève qui, sans être un décodeur ultra habile, est quand même un décodeur qui se tire assez bien d'affaire, mais qui rencontre des difficultés très importantes en compréhension. Et de pouvoir faire ces nuances, c'est vraiment important dans la planification des interventions parce que on n'intervient pas de la même façon devant un très faible décodeur et devant un décodeur moyen mais très faible compreneur. OK. Alors, le profil qui est issu de ces évaluations joue un rôle important dans l'adaptation, dans la planification des interventions à l'intention de ces élèves. Et cette planification, elle est essentielle pour répondre le mieux possible à leurs besoins. Et moi, Et c'est à cette condition qu'on peut les faire progresser. Ben, c'est exactement ce que j'étais pour dire. Puis, tous les élèves ont progressé, là. Et certains de façon importante, là. Au Centre Jules Léger, on reçoit au début d'une année scolaire des élèves qui sont pratiquement des non-lecteurs Ouais. et au mois de juin, ils peuvent lire. Ouais, c'est une approche qui est pleine d'espoir. Mais ceci dit, je crois que le travail que nous faisons au Centre Jules Léger est également une occasion de nous rappeler l'importance de demeurer humble devant la tâche qui nous attend. Mm-hmm. Parce que quand on examine l'ensemble des élèves, on démontre d'année en année que l'ensemble des élèves fait des progrès importants. Quand on examine les élèves individuellement, là, on se rend compte que parfois, pour certains élèves, on n'a pas bien compris leurs problématiques. Okay. Et on met un peu plus de temps à les faire progresser. Et parfois, les besoins des élèves débordent de ce que l'éducation en général peut leur offrir. Okay. Et il nous arrive de travailler avec des élèves, par exemple, qui présentent des difficultés qui sont liées à des troubles neurologiques, qui peuvent mettre en cause le système vestibulaire, qui peuvent mettre en cause la mobilisation et le contrôle de l'attention. Et là-dessus, il faut véritablement travailler, faire preuve de beaucoup d'imagination pour voir comment on peut intervenir auprès des élèves pour les faire progresser. Et on se trouve à faire au Centre Jules Léger des choses qu'on fait probablement jamais dans les conseils scolaires en Ontario. Oui. Bon. Alors, si on enchaîne avec la conclusion, oui. J'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de choses et notamment, j'aimerais attirer votre attention sur, premièrement, l'idée que la littératie structurée n'est pas, comme vous l'avez vu, un concept simple. Et je vous en parle parce que dans les médias sociaux, dans les communications de promotion,
souvent, on va simplifier le concept et nous laisser entendre que ça se résume à une ou deux choses, alors qu'en fait, il s'agit d'un concept qui a plusieurs éléments. Donc, c'est ma première remarque. Donc, attention à la représentation simplifiée qu'on en fait. Deuxièmement, l'implémentation complète de la littératie structurée peut difficilement se faire en une année scolaire. Il faut se donner du temps. Vous avez vu devant tous les éléments qu'on cherche à mettre en place pour véritablement aller chercher l'impact de la littératie structurée. Il faut se donner le temps pour le faire. Il ne faut pas précipiter les choses et il faut comprendre. C'est comme, en fait, l'instauration des communautés d'apprentissage professionnel pour rendre les CAP véritablement fonctionnels. Il faut se donner 2, 3, 4 ans pour véritablement aller chercher le maximum d'impact de ces moyens d'action. Et donc, la recommandation, c'est prendre le temps qu'il faut pour réaliser ce qu'on veut, atteindre les cibles ou les objectifs qu'on s'est donnés. Et un rappel en terminant, c'est que la base de connaissances, des connaissances scientifiques sur l'apprentissage et l'enseignement de la lecture et de l'écriture est en évolution constante. Mais ça ne veut pas dire que les changements vont tout faire basculer d'une année à l'autre. En fait, les changements sont, dans cette base de connaissances, sont relativement modestes. Et ce sont des raffinements qui sont issus autant de la recherche que de l'expérimentation sur le terrain par les enseignants. Et les découvertes qui bousculent toutes les pratiques, en fait, se produisent assez rarement. C'est assez rare qu'une découverte va changer complètement la façon d'enseigner une matière, que ce soit en littératie, en numératie ou dans une autre matière scolaire. Ben, c'est parfait. Voilà, c'est la fin déjà, Alain. C'est déjà la fin. On s'était dit 1 heure, puis ça fait 1h02, fait qu'on est vraiment bon dans le temps. Merci infiniment pour la rencontre d'aujourd'hui. J'ai réellement apprécié toute l'information que vous nous avez partagée. C'est certain qu'en dedans d'1 heure, on ne peut pas aller dans les détails, mais je pense que ça a donné vraiment une très, très belle, une très belle vitrine pour promouvoir des modèles de réponse à l'intervention, pour mieux comprendre aussi ce que c'est la littératie structurée et les bienfaits, non seulement chez les élèves avec des besoins particuliers, mais tous les élèves, dans le fond, là, qui sont en apprentissage de lecture, des plus jeunes aussi, ceux qui arrivent en maternelle première année. Donc, merci infiniment pour ça. C'est très possible qu'on dépose aussi dans le petit descriptif sous la rencontre d'aujourd'hui des textes qui pourraient peut-être intéresser des gens. On pourra voir à ce niveau-là si on a des choses qu'on pourrait déposer. Et je remercie aussi Karine, notre interprète en LSQ, qui a passé la dernière heure avec nous. Merci infiniment, Karine. Et voilà, donc merci encore une fois, Alain, ça a été très agréable. Et d'ici notre prochaine... Merci Marc, merci pour cette rencontre et merci pour l'interaction, la conversation. Et mes salutations à tous les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Et rappelez-vous que nous sommes là pour vous aider et pour vous appuyer. Merci beaucoup, Alain. À la prochaine, tout le monde. Merci, Marc.